Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Pour rappel, nous sommes à la saison 2. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes expertes dans leur domaine qui interviennent sur des sujets spécifiques afin d'éclaircir les informations et d'éviter toute déformation qui pourrait influencer notre compréhension d'une situation donnée. Ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et diffusé sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Cette semaine, je propose que l'on parle de la société civile. Oui, la société civile, vous savez, l'ensemble des individus, des groupes et des organisations qui agissent en dehors du gouvernement et du secteur privé dans le but de promouvoir des intérêts collectifs, de participer à la vie sociale et politique et de contribuer au bien-être de la société. La société civile se compose d'une multitude d'acteurs, tels que des associations, des organisations non gouvernementales, des mouvements sociaux, des syndicats, des fondations, des groupes de citoyens, des clubs, des réseaux communautaires, entre autres, parce qu'il y en a plein. Comment fonctionne-t-elle ? Qui sont les acteurs de la société civile ? Comment devient-on acteur de la société civile ? Quel rôle joue véritablement la société civile dans la nation ? Pour m'aider à y voir un peu plus clair, je suis ravie de retrouver Pascal Ongo, qui, j'en suis certaine, n'est pas un inconnu pour plusieurs d'entre vous. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Bonjour Gina, je vais bien. Alors, je te remercie vraiment beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de me parler un petit peu de toi, de parler aussi à nos auditeurs d'un petit peu de toi. Quoique je pense qu'il y a plusieurs qui, dès que j'ai dit Pascal Ongo, se sont dit bien sûr qu'on le connaît. Alors, si tu te présentais un petit peu, qui es-tu ? Merci Gina, merci pour l'invitation. Alors, je suis Pascal Ongo, je suis né à Port-Gentil, je suis Port-Gentilais, c'est pour ça que j'aime la plage. Je suis une formation scientifique à la base, j'ai fait une école d'ingénierie et au bout de la première année, je suis tombé amoureux du marketing et de la communication. J'ai suivi un cursus en stratégie et marketing. Et j'exerce dans le domaine de la communication depuis 2014 déjà. Et dans le monde associatif, j'ai commencé à être actif depuis le lycée. Donc c'est une passion qui est venue depuis le lycée. Alors au lycée, j'étais d'abord dans les coopératives. Pour ceux qui étaient à Port-Gentil, à Rapanda, on avait une coopérative. Je me souviens, j'étais... Ivanov est originaire de Port-Gentil, donc alors, il est là. Oui. Comme j'ai appris à Rapanda à Walker, donc en seconde, on a monté une coopérative qui s'appelait The Best avec des amis et on avait pour objectif de relancer les activités socio-culturelles, donc les kermesses et des activités. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le monde associatif, parce qu'après on a eu à travailler avec d'autres jeunes, on a fait des sensibilisations sur le sida, des sensibilisations sur l'alcoolisme. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le milieu associatif. Au donc de cette première expérience au lycée, après comment ça se déploie ensuite ton expérience dans le milieu associatif ? Après le lycée, au quartier, on avait des groupes, on faisait des championnats de football. Donc il y avait les différents quartiers, on s'affrontait et puis il fallait monter des équipes dans chaque quartier. Et donc avec des amis, on a commencé justement à structurer des groupes, des petites équipes dans les quartiers. On s'affrontait entre nous, on essayait de créer des compétitions entre nous. Et plus tard, quand j'ai quitté le lycée pour l'université, j'ai découvert l'engagement citoyen avec des amis qui étaient engagés en politique ou bien qui étaient engagés dans des combats comme l'ONG EduCAF avec Geoffroy Fomboula et autres. Et ça commençait un peu à m'intéresser en me disant que bon, on peut, au lieu de faire juste des activités ludiques comme le football ou bien des soirées socio-culturelles, on peut faire autre chose avec le milieu associatif. Et donc c'est comme ça, durant mon parcours universitaire, que j'ai commencé à côtoyer d'autres associations
sans être bénévole, juste en observant et en donnant un peu quelques idées. D'accord. Maintenant, à proprement parler, en ce qui te concerne, je veux dire parce qu'au fur et à mesure que c'est passé, que tu as évolué dans les années, on comprend qu'au lycée, c'était un peu dans le move et tout ça avec la coopérative. Ensuite, tu arrives avec tes amis où tu fréquentes le milieu associatif parce que tu as des amis qui sont dans des ONG. Donc, tu vois un petit peu comment ça fonctionne sans véritablement y entrer. C'est à quel moment, en fait, que toi-même, tu décides de consacrer une partie de ton temps à ce secteur? Alors, j'ai décidé de me consacrer en 2016, après une déception, je vais parler comme ça. C'est, étant dans la communication, donc dans le numérique, on a voulu monter avec certains blogueurs à l'époque, une communauté nationale des blogueurs, parce qu'on s'est dit, pour que notre travail sur les réseaux sociaux puisse porter du fruit, il faudrait qu'on se structure. Donc, on a essayé de créer une espèce de fédération, une association qui s'appelait la communauté des blogueurs du Gabon. Donc, moi, j'étais à Port-Gentil, je faisais des allers-retours 1 ou 2 fois par mois. On essayait de se rassembler au CCF pour monter justement cette communauté en se disant, bon, si on peut encourager plus de jeunes à bloguer, à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, on pouvait créer une économie autour de ce nouveau... Autour de ça, oui. Parce qu'en 2016, c'était nouveau. Et il y avait encore du mal, c'était des prémices. Donc, il fallait susciter l'intérêt. Et on a commencé les activités avec l'association, avec les autres blogueurs. Et au fur et à mesure, moi, j'avais une approche que les autres n'avaient pas. C'est que moi, je voulais qu'on forme d'abord les membres pour qu'eux-mêmes ils comprennent ce qu'ils font à l'intérieur. Parce qu'il y a des blogueurs qui ne savaient pas comment ils peuvent gagner de l'argent avec leur blog, comment ils peuvent sensibiliser des personnes avec le blog. Et donc, il fallait faire des formations. Et puis, les autres étaient plus sur une approche un peu pécuniaire. Eux, ils voulaient que ça rapporte déjà quelque chose. Mais c'était un processus. Et du coup, je me suis retiré de l'association par déception parce que j'étais vraiment déçu par cette approche-là. Je me suis dit que l'association, c'était pour nous permettre de se faire connaître. Tu te retrouvais plus voilà, dans, je me retrouvais dans ce plus. qui était mieux. Et il y a mon petit frère qui m'a dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas ton association? Après, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ça. Puisque dans nos activités, on voulait promouvoir justement l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'en 2016, on a lancé une grande caravane de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Parce qu'il y avait de tout sur les réseaux sociaux. Il y avait des élèves qui se filmaient ivres. Tu m'étonnes, 2016, voilà, c'était l'année de tous voilà. les déboires. Et donc, il y a des écoles qui commençaient à me solliciter pour faire des sensibilisations. Et comme ça, on a monté avec certains acteurs. Il y avait Charlie Tchatch, il y avait Bénédicte Kessani, il y avait pas mal d'acteurs, d'influenceurs à cette période-là. On avait fait une caravane, on était parti à Libreville, Oyem, Koulamoutou, Port-Gentil, Franceville. On avait quasiment fait le tour du Gabon jusqu'à Mouila. Vous avez fait le tour du Gabon, hein? Ouais, on s'est arrêté à Mouila. Et le problème qu'on avait eu, c'est qu'on ne pouvait pas continuer en étant juste une organisation comme ça. Il fallait qu'on ait des documents. Il fallait qu'on soit enregistré pour qu'on puisse avoir des soutiens et des autorisations. Et c'est comme ça qu'après cette expérience, une très belle expérience d'ailleurs, on a lancé l'association qui s'appelle Gab Trotter. Donc j'ai lancé cette association à Port-Gentil qui a pour but de promouvoir l'utilisation responsable de la technologie et des réseaux sociaux. Ah, tu vois, petite parenthèse, Gab Trotter, la première fois que j'ai vu le nom de cette association, j'ai pensé à quelque chose qui avait un lien avec le tourisme, en fait. Oui. Tu vois, là maintenant que tu me racontes comment l'idée de l'association est arrivée, ça prend tout son sens. Parce qu'en gros, tu as été un trotteur, quoi. Oui. Un vrai Gabonais qui a fait le tour et tout du pays pour prendre le pouls. Et c'est de là qu'est venue l'idée. Oui. Donc après, tu montes Gab Trotter à Port-Gentil. On monte Gab Trotter. Donc l'objectif principal, c'était de promouvoir l'utilisation responsable des réseaux sociaux et de la technologie. Pardon, Pascal, quand tu dis que tu montes Gab Trotter, tu as les documents maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement en 2018, quand tu montes ton association? Alors en 2018, c'était assez... on voulait... quand je dis on, parce qu'il fallait, pour ouvrir une association, il faut avoir un petit bureau. Oui. Il faut avoir un nombre minimal. Donc au début, on voulait le faire à Libreville. Mais moi, j'étais basé à Port-Gentil. Donc on est allé à la mairie. Et à la mairie nous orientait vers le gouvernorat. Donc il a fallu faire des statuts, une assemblée générale. On a même été auditionné par les forces de l'ordre pour vérifier que ce n'était pas une association. Sérieux? Oui, puisqu'en 2016, cette période, c'était, je crois, la campagne présidentielle de 2016. Donc il fallait vérifier que... Donc on a patienté jusqu'en 2018 pour avoir tous les documents. Donc on a ouvert un compte bancaire, on a fait tout ce qu'il fallait. Et dès qu'on a eu l'autorisation... Dès qu'on a eu l'autorisation, on a pu commencer à partir de 2018 les activités de manière officielle.
Génial. Donc, c'est là que ça commence. Gab Trotter, tu te rends compte que finalement, le domaine associatif est passionnant et puis peut-être que tu as envie de te lancer dedans. Mais concrètement, qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? Parce qu'on n'oublie pas, hein, tu étais d'abord dans la tech, on va dire... Oui, dans la tech. Ensuite, tu as fait du marketing. Marketing, tu regardes, marketing, communication, tu regardes et puis tu te dis, l'associatif, c'est intéressant. Et puis, bam, tu plonges dans l'associatif. Ça fait plusieurs secteurs qui, pour quelqu'un de pas averti comme ça, pourrait avoir l'impression que c'est un peu le fouillis, quoique les choses, avec le temps, s'alignent parfaitement et s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres. Mais concrètement, Pascal, qu'est-ce qui t'attire dans ça? Alors, le premier constat quand on a fait le tour du Gabon en 2016, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes tout le monde a les téléphones. Même en province, ils ont tous les téléphones, mais beaucoup sont incapables, par exemple, d'envoyer un email ou bien de postuler même à une opportunité de bourse. Donc, si on dit là, pour ouvrir Campus France, il faut se connecter sur le site. Il y a beaucoup qui vont rater l'opportunité de s'inscrire sur Campus France parce qu'ils ne savent pas comment utiliser. Et on s'est rendu compte que aider ces personnes-là à savoir comment ils peuvent utiliser la technologie pour soit leur recherche de stage ou de bourse ou autre, peut changer radicalement leur vie. Il y a des personnes qu'on a aidées, à utiliser le téléphone de manière responsable. C'est qu'il ne comprend pas quelque chose en maths. On lui montre comment il fait la recherche sur Google. Et le petit, il part faire vraiment la recherche et puis ça lui donne des solutions que le prof n'a pas pu donner en classe et il se rend compte que, au lieu de juste envoyer des snaps, oui. Il peut commencer à faire des recherches. Et on a eu un témoignage comme ça en 2018, donc quand on venait d'ouvrir l'association, d'un jeune de Kulamoto qui a dit qu'il a pu faire ses études en ingénierie parce que le jour qu'on a fait la séance, il a pu faire son orientation grâce à Google. Et on s'est dit, ça c'est vraiment génial. Et moi, je me suis dit personnellement que la technologie, ça ne doit pas servir qu'à distraire. On dit le Gabon est couvert à 98%, je pense, ou 94% par la 3G et la 4G. Mais en réalité, quand on est sur le terrain, c'est autre chose. Un forfait de 100 francs, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre tous les jours. Même des fois, même par semaine, c'est très difficile. Et comment ils peuvent utiliser ces outils-là pour se développer? Et c'est en faisant ça au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'est intéressant d'aider les personnes à être autonomes eux-mêmes. Je n'apprécie pas trop le fait de venir souvent avec des associations remettre juste des sacs de riz ou des poulets. Bon, c'est vrai, des fois, sur le coup, ça aide. Mais à la fin, on ne peut pas le faire quotidiennement. Mais équiper quelqu'un à utiliser l'outil technologique, parce que la technologie, ce n'est pas seulement Internet. Il y a le téléphone, il y a même la radio et la télé. Il y a quelqu'un qui peut se rendre compte que mais avec la radio, je peux m'éduquer. Si c'est par exemple les émissions qui passent sur Eban FM, il y a des émissions éducatives ou bien informatives, ils peuvent se mettre à certaines heures et apprendre avec la technologie. Donc c'est vraiment ce qui m'a passionné à me lancer dans cette activité associative. Et aider les gens que vous ne connaissez pas, ça apporte tellement. Parce qu'il y a des personnes qui vous apprennent des choses. C'est vraiment improbable. Vous allez une fois on était à Mounana et il y a un jeune qui te dit une phrase. Tu te remets en question. Tu te dis, mais oui, j'avais pas pensé ça comme ça. Et au fur et à mesure que tu rencontres des personnes, ça t'enrichit toi-même. Et souvent, je dis aux autres que ça permet de mieux encaisser les coups de la vie. Parce qu'après, je te rends compte que finalement, l'autre là-bas, c'est plus difficile qu'ici. En tout cas, ça change la perspective. Ça te permet de voir les choses différemment. Voilà. Alors, Pascal, petite parenthèse dans ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça capital. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de 4G et de 3G au Gabon, on en est très fiers. Mais je pense qu'il est temps de se pencher véritablement sur ce qu'on en fait. Quand, sous d'autres cieux, on utilise, comme tu le disais, la technologie pour grandir, pour se développer, pour s'enrichir et ainsi de suite, je pense qu'on utilise beaucoup la technologie chez nous pour le divertissement et pour des choses parfois inutiles, banales, quand elles ne sont pas nocives ou des choses qui sont menaçantes même, que ce soit pour les personnes physiques, pour les organisations. Donc là, on parle de fake news, on parle de cyberharcèlement et de plein de choses. Je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, on s'intéresse à ça. Tu as parlé d'un point qui est très important, celui des bourses. Je me souviens, tu sais, avec l'ambassade des États-Unis, j'avais rencontré un professeur qui avait candidaté à une bourse de l'ambassade des États-Unis. C'était une bourse il avait candidaté pour le YALI. Il enseignait, il n'était même pas professeur, il était maître. Il enseignait très très loin, vers
dans le Haut-Togo, en tout cas à la frontière avec le Congo, dans une école, mais je te promets que cette école, tu regardes, tu te demandes que ici, là, c'est vraiment genre une école, tu vois, qui se trouve au Gabon. Mais il était tellement passionné par l'enseignement. Et lorsqu'il a entendu parler du programme Yali sur Facebook, il a pris son téléphone et il allait s'asseoir sous le poteau où il y avait la meilleure connexion Internet dans la zone rurale dans laquelle il vivait. Et il a candidaté là-bas au programme. Et tiens-toi bien, il a été retenu pour les interviews. Malheureusement, il n'avait pas le bagage de l'anglais, donc il n'a pas été retenu pour le Yali, mais les choses se faisant, il a tellement impressionné les équipes de l'ambassade des États-Unis et du département d'État qu'il a bénéficié d'un programme IVLP. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce qu'il y a des jeunes partout dans le Gabon qui ont énormément de potentiel, qui pourraient bénéficier de plusieurs bourses et tout, mais qui malheureusement sont confrontés à ce problème. Ils savent comment on utilise TikTok, ils savent comment on utilise Facebook, ils savent comment on fait des vidéos, des nudes et tout pour envoyer à ses amis, mais ils ne savent pas comment on envoie un mail, comment on scanne un document, comment on candidate à une bourse et tout. Bref, c'était ma petite parenthèse. J'ai trouvé ce point très important et merci Pascal de l'avoir relevé. On va vite revenir dans la thématique parce que ça, c'est le genre de choses qui me met toujours dans tous mes états. Alors Pascal, on sait que les acteurs de la société civile sont nombreux au Gabon. Quand on parle d'associations, d'ONG, de réseaux, si on va au ministère de l'Intérieur et qu'on en sort la liste, peut-être qu'on est même genre à la moitié de la population, quoi. Tu vois, tellement il y en a. On en a beaucoup créé ces dernières années. Et le problème, c'est que les acteurs de la société civile sont souvent présentés au Gabon comme des personnes qui utilisent leur organisation pour obtenir de l'argent ou des positions. Est-ce que tu comprends cette manière de penser des Gabonais, de tes compatriotes? Il ne faut pas se mentir, c'est une réalité et c'est une vérité. Ça peut choquer, mais il y a encore quelques mois, c'était une voie facile pour accéder à certaines positions et surtout pour avoir de la visibilité. La preuve, c'est que les personnes qui sont lancées en politique avant ont tous lancé une association avant. Et plus on rassemblait du monde, plus on avait les chances d'obtenir une place au soleil. Malheureusement, c'est une réalité ici et c'est pour cela que les programmes de subvention des associations au Gabon sont très difficiles d'accès. Il y a beaucoup de conditions qui empêchent les petites associations parce qu'en réalité, les associations qui travaillent, les organisations de la société civile qui travaillent, ce sont les associations de proximité. Les associations des vendeuses de Congo, les associations des jeunes professionnels du bois de Ntoum, les jeunes vendeurs du marché de Montbouet, ou bien de l'échangeur de Nzayon. Ce sont eux qui travaillent. Mais tellement il y en a qui ont bénéficié des opportunités offertes dans le domaine associatif parce qu'il n'y avait pas encore toute cette réglementation qu'il y a maintenant. Aujourd'hui, pour une association, à partir du 31 de ce mois, il faut être enregistré aux impôts. Il faut commencer à faire maintenant faire des comptes comme une entreprise parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui utilisent cet argent à des fins personnelles. Vous avez vu quelqu'un qui lance une association, il y a un programme de femmes, il a une subvention, il change de voiture, il change de maison. Voilà, donc du coup on se demande finalement c'est qui l'aide. Est-ce que c'est lui-même ou bien c'est la communauté? Donc c'est une réalité. Et malheureusement, c'est la même réalité dans tous les pays du monde. Que ce soit en Afrique ou autre, c'est pour ça qu'il y a des mécanismes pour essayer de surveiller un peu tout ce qui se fait. Au Gabon, c'est en train de se mettre en place. Nous espérons que dans les prochaines années, ça va un peu essayer d'assainir le milieu parce que vraiment, il y a beaucoup d'associations et on a du mal à voir le fond. Pascal, on peut être motivé par le besoin d'aider. On peut être motivé par l'envie d'aider. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de faire. Mais parfois, lorsqu'on se lance, on ne mesure pas en fait la portée, on ne mesure pas la grandeur de la tâche, de la charge qui va reposer sur nos épaules. Comment toi tu as fait? Est-ce que lorsqu'on se lance dans la société civile, il nous faut des formations, un peu comme quand on décide d'être un entrepreneur et on se dit « Ah tiens, je vais un peu me former pour essayer de comprendre comment fonctionne le domaine ». Si oui, quelles sont les formations qui, à ton niveau, ont véritablement contribué à construire le membre de la société civile que tu es aujourd'hui? Alors, être milieu associatif ou dans la société civile, c'est faire de l'entrepreneuriat. Sauf que c'est l'entrepreneuriat social, c'est qu'on entreprend pour aider les autres.
Et il faut bien se mettre en tête qu'il y a deux manières d'entreprendre dans la société civile. Soit on a beaucoup d'argent, et donc là maintenant, on utilise juste le surplus qu'on a pour aider les gens. Ça, c'est la solution la plus simple. Mais la deuxième option, c'est il faut créer de l'argent. Et créer de l'argent, il y a deux manières. Soit des activités génératrices de revenus, soit trouver des financements. Mais pour ce faire, il faut, comme un entrepreneur, comme un salarié, il faut être équipé. Il faut savoir gérer des projets. Il faut savoir gérer la comptabilité parce que si vous n'avez que 100 000 et vous devez faire un projet qui vaut 500 000, il faut savoir trouver les priorités. Il faut aussi savoir engager les personnes. J'ai eu l'opportunité de suivre des formations sur l'engagement civique. Donc, l'engagement civique ou l'engagement des jeunes. Donc, il y a des programmes qui existent. Hein. Il y a l'ambassade de France qui y en fait, il y a l'ambassade américaine, il y a des programmes en ligne. Il y a beaucoup de programmes qui existent. Il y a Yali Dakar ou Yali quand vous allez aux États-Unis. Donc, il y a des programmes qui existent pour équiper les personnes. Parce qu'il faut savoir motiver les gens, les parties prenantes. Donc, les bénéficiaires, il y a des bénéficiaires qui ne veulent pas que vous les aidez. Il faut gérer ça. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez pour aider les personnes et le public ne veut pas. Il y a des stratégies, des techniques qu'il faut apprendre. Il y a des bénévoles qu'il faut motiver au quotidien parce qu'une association ou une organisation qui n'a pas de bénévoles motivés, c'est difficile de faire des actions. Il faut aussi lever des fonds. Il faut aussi vendre, parce que c'est un produit qu'on vend. Le produit qu'on vend, c'est je veux aider les jeunes filles. Et il faut que je vende le produit jeunes filles aux personnes qui peuvent bénéficier. Il faut avoir des bonnes notions en marketing, en communication. Par exemple, pour mon parcours personnel, ayant suivi une formation sur la communication et le marketing, donc ça m'a par exemple permis de plus facilement que les autres lever des fonds ou bien trouver de nouveaux partenaires. Donc il faut se former, c'est comme une entreprise. Maintenant, le conseil que je veux dire pour sortir un peu de la parenthèse, c'est que au-delà de se former, il faut se décider. Est-ce que j'utilise mon argent supplémentaire pour faire vivre mon association ou bien je crée des stratégies pour que je crée des revenus qui me permettent de financer mon association. Si on n'arrive pas à trouver les deux, même si on peut faire toutes les formations que l'on veut, on ne va pas se retrouver. Si je n'ai pas d'argent, même si je me forme, je ne peux pas créer d'activité. Et on ne peut plus, en 2024, compter que sur un député. Déjà, on a réduit leur salaire. Ou bien sur une autorité qui va nous sponsoriser derrière. Il faudrait qu'on ait des activités génératrices de revenus qui nous permettent de nous financer. Pour ça, il faut se former. D'accord. Pascal, on sait qu'il y a des pays dans le monde qui se sont développés en s'appuyant grandement sur leur société civile. Alors, aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, selon toi, quel devrait être le rôle de la société civile dans un pays comme le nôtre, par exemple? On a parlé des déboires de la société civile, les gens qui se rachètent des voitures, des trucs, enfin, qui se servent aussi de la société civile pour gravir les échelons et être sous le soleil en oubliant qu'en réalité, ce sont les membres ou les sympathisants de leurs associations souvent qui les ont emmenés jusque-là. Alors, lorsque quelqu'un a créé une association, pour ceux qui en ont déjà créé à Libreville, qui sont présidents, on adore ce titre-là au Gabon, président d'une association, d'une ONG, d'un truc, ou des gens qui ont l'ambition d'en créer, qu'est-ce qu'ils doivent intégrer dans leur tête? Quel est le rôle que leur organisation devrait avoir dans un pays comme le nôtre? Alors, les organisations de la société civile ont pour but de répondre à des besoins que l'État ne peut pas régler. Vous êtes dans un quartier, il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas assez d'écoles publiques dans les environs, votre association a pour but de les sponsoriser pour les envoyer à l'école. Vous répondez à un besoin que l'État, malheureusement, dans la zone géographique dans laquelle vous êtes, ne peut pas répondre. Donc, il faudrait que quand on lance une association, on se mette dans la position qu'on vient compléter les actions du gouvernement ou bien de la communauté, qui ne peut pas être prise en charge parce qu'on ne peut pas tout attendre des autorités. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a des associations qui se créent qui ne répondent à aucun besoin. Donc, c'est vraiment important de se positionner sur un besoin qui doit être comblé, malheureusement pas par les autorités, mais par des populations. Maintenant, la difficulté aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soutien de la part des autorités qui ont du mal à comprendre que les organisations de la société civile ne sont pas là que pour les critiquer, parce qu'il faut critiquer aussi,
si par exemple les enfants n'ont pas d'acte de Ou naissance, pour mendier. voilà. Parce qu'on les voit plus comme, ouais, ils sont toujours en Par train de exemple, demander. une association qui s'occupe des actes de naissance, le fait de tout le temps dire que l'État ne met pas assez de mécanismes en place, le gouvernement va se dire non, ceux-là, ils sont seulement en train de critiquer. Ce qui est une réalité. Voilà. Il y a des enfants, ils n'ont pas d'acte de naissance Voilà. au Gabon. Et normalement, il faut changer aussi la posture qu'on a. Ce n'est pas de la critique qu'on fait, c'est un plaidoyer. Ça veut dire que je dénonce une action parce que mon association couvre cette Et action. c'est un fait. Mais C'est un il faut fait, proposer des Pascal. solutions. Pascal, c'est un fait. S'il y a 20 voitures blanches à Libreville contre 50 voitures rouges, le fait de dire qu'il y a 20 voitures blanches, on n'est pas en train de dire un truc de mauvais. C'est un fait. S'il y a des enfants, c'est-à-dire que le gouvernement doit, les autorités doivent comprendre qu'il y a des personnes qui sont sur le terrain, qui sont au fait des réalités. Parce que les ministres, ils sont pas dans les quartiers, tu vois, les directeurs généraux, ils sont pas dans les quartiers. Les maires se battent comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas être dans chaque maison. Si un enfant n'a pas d'acte de naissance, tu sais que il n'a pas accès aux services de base. Il peut pas aller à l'école. Il peut même pas avoir l'assurance maladie. Alors, quelle est la vie qu'on réserve à ce citoyen? Tu vois, ça, c'est un fait. Désolé, c'est encore... c'est un sujet... C'est très intéressant et c'est vrai ce que tu dis, mais quand on est une organisation de la société civile, il faut aller sur une autre manière de voir les choses. C'est que nous, on apporte des solutions. On critique avec des solutions. Par exemple, les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Moi, en tant qu'organisation de la société civile, qu'est-ce que je propose comme solution à l'État? Même si l'État ne m'écoute pas, mais au moins je propose des solutions parce que les personnes qui vont me soutenir vont peut-être s'identifier sur les solutions que je propose. La difficulté avec les associations, c'est que on est réduit à l'état d'être des mendiants. Voilà, en fait, on est souvent là, il y en a qui se réveillent juste le matin pour demander des sous pour une rentrée. Rentrée associative. Ou bien, voilà, dès que la personne s'est réveillée le matin, elle a perçu quelqu'un dans la rue, ah non, il faut qu'on... Et puis ils attendent, Voilà. et puis les associations attendent quand on appelle souvent consultation Voilà, des acteurs de la société voilà, c'est là civile. où Ils ils sont. courent là-bas et puis ils demandent les périodes. Et il faut vraiment que les associations apprennent à faire des plaidoyers structurés. Mon problème, ce sont les bouteilles plastiques qui traînent à Libreville. Qu'est-ce que je propose comme solution? Voici ce que je propose et on peut trouver des partenaires à cause des plaidoyers que l'on fait. Mais malheureusement, on se plaint plus qu'on ne propose de solutions. Et c'est normal, il y a des associations qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Il y a des associations qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Donc, une autre chose aussi qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un plan d'action. Il faut avoir un plan d'action. Les associations ou les organisations les plus structurées ont des plans d'action sur 5 ans. Ça veut dire qu'ils savent que cette année et les 5 prochaines années, voici ce qu'ils vont faire. Il y en a qui sont un peu plus flexibles, parce que moi j'appelle ça être flexible, c'est qu'elles le font sur chaque année. Sauf que dans l'année, elles connaissent les actions qu'elles vont faire, même si elles n'ont pas le programme précis, mais elles savent ce qu'elles vont faire. Mais il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas organisées. Donc, leur travail, c'est s'occuper des majors, des promotions de chaque année. Et puis, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour trouver les bourses aux enfants. Donc, il faut vraiment se structurer. Et s'improvise beaucoup. Voilà, il faut être professionnel. On aide la communauté sur un problème spécifique, mais on sait aussi ce qu'on apporte comme solution. C'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut qu'on commence à avoir. D'accord. Donc, Pascal, je pense que là, on est vraiment aligné sur ce que tu disais au départ. Même si c'est social, ça reste de l'entrepreneuriat social. Donc, on est vraiment calqué sur le fonctionnement de l'entrepreneuriat basique, quoi. Donc, on identifie d'abord un besoin et ensuite, face à ce besoin, on apporte une solution et on apporte une solution structurée en cherchant les parties prenantes qui peuvent venir apporter de la force, comme on le dit couramment, hein, apporter de la force pour développer la solution que nous avons pensée. Alors, si tu nous parlais de manière plus concrète de Gab Trotter et de comment toi, tu es parti de certains problèmes que tu as observés à regrouper, ensuite à convaincre des partenaires à te suivre dans la résolution de ce problème et ensuite comment tu as convaincu les bénéficiaires qu'ils avaient besoin de ce programme. Alors, Gab Trotter, comme je le disais au début, notre objectif principal, c'était de promouvoir l'utilisation responsable des réseaux sociaux et de la technologie pour que les jeunes et surtout les femmes puissent être autonomes grâce à la technologie et aux réseaux sociaux.
Donc, et qu'elle n'envoie pas des photos d'elle sexy voilà. ou qu'elle ne fasse pas des vidéos à moitié nues sur TikTok. Voilà, et donc le grand travail qu'on a fait au sein de l'association, c'est qu'on a expérimenté une caravane auprès des élèves. On s'est rendu compte que les élèves, chaque année, ils changent. Ils changent d'école, ils ont le bac, ils ont le BPC, ils se déplacent. Et on s'est dit, est-ce que c'est le bon public? Et on s'est rendu compte que non. Le public qu'on a décidé de cibler pour toucher plus de jeunes, ce sont les enseignants. Donc, on a décidé de se concentrer sur les enseignants et les éducateurs parce que c'est eux qui, de génération en génération, vont former d'autres jeunes, vont les sensibiliser et vont permettre qu'ils puissent être des acteurs du changement plus tard. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a parlé des femmes. On a dit des jeunes et des femmes. Au départ, on avait pris toutes les femmes. On faisait des programmes pour toutes les femmes. Comment postuler en ligne, comment faire son CV et autres. On a même eu des partenariats avec l'ONE où on a pris des petits groupes de tests où on formait les femmes à saisir les CV. Et on s'est rendu compte que non, il y a des femmes qui ont plus de chances d'être impactées par ce programme et qui ont plus de chances d'impacter autour d'elles que toutes les femmes. Et on s'est concentré alors sur les jeunes filles mères. Jeunes filles mères célibataires sans emploi. Parce qu'une jeune fille mère... Ça fait beau. Voilà. Une jeune fille mère, d'abord, elle est jeune. Donc jeune, c'est 15 à 25 ans. Ensuite, elle est mère. Ensuite, elle est mère et en plus, elle est célibataire Que souvent, c'était un accident. On l'a abandonnée, oui. Souvent, c'était un accident. Voilà, et c'est courant. C'est vraiment courant. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est... Je pense que la dernière étude de l'UNFPA, ils ont partagé, je pense que c'était 32% le taux sur l'échantillon qu'ils ont de grossesse. Et on s'est dit, quand on identifie une de ces jeunes filles et elle a une formation, elle apprend à utiliser l'outil informatique, elle devient caissière. Elle devient assistante de direction ou bien devient secrétaire. Ou bien simplement, elle ouvre son petit business, sa page en ligne où elle vend ses affaires. Cette jeune fille, parce que autour d'elle, il y a 10 autres filles qui ont vu l'erreur qu'elle a eu à faire, qui se sont moquées d'elle et autres, elle va impacter au moins 10 filles autour d'elle qui vont se dire, ah, elle a fait l'enfant, malheureusement elle a arrêté l'école, mais elle a fait une formation, maintenant elle travaille. Je vais un peu voir ce qu'elle... Je vais éviter de faire les mêmes erreurs qu'elle. Peut-être que moi je peux faire plus si je n'ai pas d'enfant. Et c'est comme ça qu'on a lancé aussi le programme avec les jeunes filles mères célibataires. On a commencé en 2018 et chaque année, on essaie de faire une différente cohorte. À ce jour, vous avez déjà touché combien de jeunes filles? Alors, on doit être environ à 350 et cette année, on espère d'ici la fin de l'année 2024, rien que pour cette année, au moins le même nombre. Bon, je te prends un peu de cours parce qu'on n'a pas préparé ces statistiques-là, mais je sais que tu dois certainement les avoir. Combien ont pu trouver de l'emploi depuis 2000? Alors, je vais prendre un exemple simple que j'ai. Je vais prendre un groupe simple. On a eu un groupe de 60 jeunes filles à Port-Gentil qui ont fini leur formation en octobre. La formation portait sur 3 métiers dans le numérique. Le secrétariat bureautique, être assistante pour les studios audio-vidéo. Elles ont appris le montage audio et vidéo, ou bien la maintenance informatique, donc pour aider les réparateurs et tout. Sur les 60, 49 ont terminé le programme. Il y en a qui ont abandonné. 42 ont trouvé soit un emploi, soit un stage, ou soit ont monté leur business. Ce qui fait qu'il n'y a que 6 qui sont restés sans emploi. C'est pour vous dire qu'en fait, que les formations que l'on fait sont des formations assez pratiques. C'est vraiment pratique. On ne va pas montrer en général, c'est 1, 2, 3 mois. On va montrer ce qu'elles ont besoin de savoir. Ça veut dire qu'elles peuvent gérer. Si elle fait du commerce, avec Facebook, elle peut vendre plus. Voilà. Si elle a déjà un petit niveau, peut-être il y en a qui ont des fois le bac, qui ont fait 2 ans à l'université ou 3 ans. Dès qu'elles savent utiliser l'outil informatique, c'est fini. Elles peuvent être assistantes quelque part, elles peuvent se déployer très vite. Donc ça, c'est un cas comme ça. Et en général, c'est ce taux-là. On est dans les 80% du taux d'insertion. Voilà. Avec toi, on est vraiment quand je dis avec toi, je parle de ton association, on est vraiment sur quelque chose de pratique et on comprend comment la société civile contribue véritablement à résoudre un problème parce que la question des jeunes filles mères sans revenus est une question capitale. Tu sais, il y a, je pense, une sorte d'aide que la CNAMJS apporte aux jeunes filles mères. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je sais qu'elles ont une aide que l'État leur apporte souvent. Mais comme on disait, autant apprendre à quelqu'un à les pêcher que de lui donner un revenu chaque mois. Parce que quelqu'un, quand tu lui donnes les bases du secrétariat bureautique
par exemple, et qu'elle va intégrer une petite entreprise parce que c'est pas, enfin, on pense pas directement à quelqu'un qui va aller travailler dans une entreprise pétrolière. Bien sûr. Tu vois, elle peut travailler dans une petite entreprise, avoir son revenu tranquille et puis participer aussi à l'essor de cette entreprise-là. Mais au fur et à mesure qu'elle travaille, elle développe encore plus ses capacités. Donc, imagine ce à quoi elle va ressembler dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Et si on avait de 4, 5, 6 Gap-trotters qui faisaient ça, là, vous avez fait des choses à Port-Gentil. Imagine que ça se passe comme ça à Mouila. Imagine que ça se passe comme ça à Franceville ou à Okonja. Parce qu'en province, et tu le sais comme moi, tu vas rencontrer des jeunes filles, parfois elles ont 17 ans. Et puis, elles ont déjà des enfants. Donc, le problème, il est vraiment très, très grave. Alors, Pascal, il y a quelque temps, en me baladant un peu sur LinkedIn, j'y passe beaucoup de temps maintenant, j'ai pu voir que tu as bénéficié d'un financement de plusieurs milliers de dollars. J'ai toujours eu envie de dire ça. C'est pas en francs CFA, hein, c'est en dollars. Tu as bénéficié d'un financement de plusieurs milliers de dollars. Alors, à quoi est-ce que cela te sert? Et je sais que tu es aussi très transparent sur la gestion des financements que tu reçois. Donc, est-ce que tu es à l'aise de nous dire exactement le montant que tu as reçu et comment est-ce que tu l'utilises? Parce que ça aussi, c'est l'une des choses qui est capitale dans la société civile, être transparent sur les sous que nous recevons, sur la manière dont on les utilise aussi. Merci Gina. Avant de répondre à la question, je voulais reprendre le point de la transparence. C'est très difficile de trouver une association qui vous parle au Gabon des chiffres, qui vous parle de l'argent qu'ils ont reçu. Ils vont vous parler des actions qu'ils ont menées, ils vont vous donner les chronogrammes, les photos, mais c'est très difficile de savoir où va l'argent. Et c'est quelque chose qui est vraiment primordial si on veut vraiment impacter la communauté et surtout que ça permet de fidéliser les personnes qui vont nous soutenir. Ça, c'était vraiment un point que je voulais revenir. Alors, comme je disais tout à l'heure, on avait deux volets, les jeunes et les femmes. Pour les femmes, on a un peu parlé de ce qu'on faisait. Maintenant, pour les jeunes, on a décidé de s'orienter vers les enseignants et les éducateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons postulé à une bourse qui rassemble les anciens bénéficiaires des programmes américains. Et la bourse était, on a reçu 20 000 $ pour organiser dans 3 villes du Gabon des formations pour les enseignants. On a appris aux enseignants comment utiliser la méthodologie STIMA. STIMA, c'est pour sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et arts dans leur enseignement. Ça veut dire qu'un enseignant peut utiliser des techniques de recyclage, de bricolage, d'exploration à l'extérieur de la salle de classe pour enseigner son cours et rendre son cours intéressant. Amen. Pourquoi? Faites sortir les enfants des salles de classe, Pourquoi? il était temps. Parce que les enfants s'ennuient. Le taux d'enfants qui abandonnent de décrochage scolaire ou bien de redoublement augmente. Et le taux de personnes aussi qui s'orientent vers les filières scientifiques, techniques ou d'ingénierie ou de maths ou d'art diminue. Il y a de moins en moins de profs de mathématiques. Et comment faire? On a expliqué pendant ces formations à un enseignant de maths qu'il n'a pas besoin de donner que des chiffres. Des fois, il peut prendre un papier, il peut faire une forme géométrique et demander aux enfants de refaire la forme géométrique et d'expliquer les erreurs avec la forme géométrique qu'ils ont fait. Un prof de biologie qui parle de la photosynthèse peut sortir juste hors de la classe, voir des plantes là, et puis prendre une feuille et puis montrer que la feuille là, la photosynthèse, le vert signifie ceci, voilà. Comme le prof de biologie peut demander à tous les élèves d'emmener un pot de mayonnaise qui est déjà terminé, de mettre de la terre dedans et puis chacun va commencer à faire grandir, je sais pas, son citron, son avocat, son truc pour voir et on essaie en fait d'encourager, la croissance des plantes. On a essayé vraiment durant cette formation d'encourager les enseignants à innover dans la salle de classe. Ils sont plaints toujours qu'ils n'ont pas de moyens, mais il y a tellement de déchets à l'extérieur, il y a tellement de solutions qui ne coûtent rien. Juste un peu de créativité. On a essayé d'équiper des enseignants. Donc, on a fait 71 à Libreville. On a formé 71 enseignants et éducateurs. Alors, quand je dis éducateurs, c'est parce qu'il y a les enseignants du secondaire, de la 6e en terminale, et il y a aussi les maîtres et les maîtresses du pré-primaire au CM2. Parce que c'est un enfant, dès le primaire, il peut déjà être intéressé par les sciences. Pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience un jour avec sa maîtresse ou avec son maître et il peut garder ça dans sa tête et se dire « Moi, je vais fabriquer un avion ». Et c'est comme ça qu'il va suivre un cursus dans les sciences. Ensuite, on est allé à Port-Gentil où on en a formé 30, donc ça fait 101 personnes. Et malheureusement, c'est vraiment le problème de la société civile, c'est qu'on a
pas pu convaincre les autorités administratives de l'éducation nationale de suivre ce programme parce que certains se disent que pour faire ce genre de programme, pour innover dans la salle de classe, il faut forcément avoir des laboratoires. Il faut forcément avoir de l'argent. Parfois, il faut juste que l'enseignant se rende compte que c'est autorisé. C'est possible, hein, mais des fois, ils se disent que non, comme ils ont un curriculum, l'omerta, ils doivent suivre ce qui a été défini par le ministère de l'Éducation nationale. Mais on peut suivre. On va prendre l'exemple, il y a quelques jours, d'une professeure de philosophie qui a demandé c'est quoi le patriotisme. Elle a demandé aux enfants de faire des cartes du Gabon en 3D. Ils ont fait ça avec quoi? Avec du papier. Donc, ils ouvrent le cahier et quand ils ouvrent le cahier, la carte s'élève. No way! Et ils se sont rendus compte que, oh, mais 3D, les gens pensaient forcément que ça devait être le téléphone. Non, c'était juste avec. Ils ont fait du découpage, ils ont fait du bricolage. Et la vidéo a été partagée des centaines de milliers de fois hein, sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de. Pascal, j'ai hâte. Désolée de te couper, mais là, tu aiguises ma curiosité. J'ai hâte de savoir comment les 101 professeurs et éducateurs que vous avez formés ont réagi. Ils étaient contents? Alors, au début, comment ils ont accueilli cette formation? Début, comme la formation était animée par deux professionnels qui ne sont pas francophones, donc on avait un interprète. Il y avait Dorcas qui est venu du Nigeria et Dr Jacqueline qui est en Égypte. Donc au départ, d'abord la barrière de la langue, même s'il y avait la traduction, ils se sont dit ouais, pourquoi vous voulez nous faire un truc en anglais et tout. Et au fur et à mesure qu'on faisait des exercices, ils se demandaient mais vous nous faites venir ici pour jouer. Vous faites ici pour jouer. Là, on est comme des enfants parce qu'on a demandé au départ ayez un cœur d'enfant. Vraiment, amusez-vous. Ils se sont dit, mais vous êtes pas sérieux. Premier jour, on a demandé de fabriquer une voiture avec des rouleaux de papier hygiénique. Alors, ils ont trouvé ça vraiment ridicule. Deuxième jour, il y en a qui sont fâchés, mais non, mais. Et à chaque fois, dans les 3 visites, c'était la même chose. Non, mais qu'est-ce que vous faites ici? On ne perd notre temps. Et le troisième jour, quand on a commencé à faire le lien entre leur matière et ce qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que, ah, mais... Donc... Il y a du potentiel. Donc, et là, on s'est retrouvé avec les enseignants qui disaient même que les enfants étaient même jaloux à la maison parce qu'ils étaient en train de jouer, quoi. Et ils ont compris, en fait, que c'était un lien qu'ils faisaient avec leur matière, qu'ils soient profs de maths, profs de français et autres. Ils peuvent, de manière ludique, rendre leur cours intéressant. Et c'était vraiment la leçon qu'on a tirée à la fin des 5 jours de formation. Les enseignants ont demandé, mais pourquoi on ne fait pas ça de manière un peu plus régulière? Bon, malheureusement, ce sont les soutiens. Donc, tu as, si je récapitule, tu as reçu $20 000. Oui. Tu as pu faire ton programme sur 2 villes. 3 villes. Sur 3 villes, même s'il y a eu quelques petits couacs. Pascal, le point que tu relèves est très important. Nous tous, à un moment donné de notre vie, on a critiqué le système scolaire gabonais. On a critiqué les enseignants, on a critiqué les enseignements qui sont donnés. Et parfois, les enseignants, ils ont besoin de recyclage. Tu vois, ils ont besoin de partir, d'ouvrir leur esprit, de changer aussi de paradigme. Parfois, ils sortent de l'ENS, je pense, ils sortent de l'ENS. Et puis, il faut leur montrer le chapelet de possibilités qui se présentent à eux dans la carrière qu'ils ont choisie. Mais si la tutelle ne regarde jamais vers des options pour, susciter aussi le besoin chez ces enseignants-là. Tu comprends qu'on reste dans une sorte de léthargie et l'activité que vous avez menée avec Gap Trotter est capitale parce qu'on se rend compte qu'en vérité, parce que quand on parle de recyclage, on parle de formation au Gabon, on voit envoyer quelqu'un en formation au Maroc. Hein? Exactement. Envoyer au Maroc, envoyer en France et tout. Donc, dès que tu dis ça, le ministère de l'Éducation nationale, tu vois, ils ont la calculatrice comme ça, les chiffres s'accumulent, tac, 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 tac. Ils ont peur, tu vois, ils se disent, mon Dieu, mais qui va payer tout ça? Il n'y a pas assez de sous. Or, avec des partenaires locaux, on peut faire des choses. Et c'est pour ça qu'il est important, dans ce nouveau Gabon, de regarder vers les partenaires locaux. Parce que les Gabonais ont des idées. Les Gabonais ne sont pas juste là pour critiquer. Je veux dire, Gap Trotter, enfin, le nom dit tout. Hein. C'est 100% Gabonais et c'est des idées 100% gabonaises aussi. Alors, Pascal, on poursuit. On est déjà à mi-chemin de notre interview. Elle est tellement passionnante. Je pense qu'on n'a pas envie de te laisser aujourd'hui. Toi qui es sur le terrain, Pascal, quelle analyse tu pourrais faire de la situation de nos compatriotes en général, hein?
comment les acteurs comme toi pourraient amplifier leurs actions et surtout quels sont les axes à cibler. Là, je fais un petit clin d'œil au point que nous avions au-dessus quand on disait il faut regarder le besoin et il faut adresser une solution à ce besoin-là. Toi qui as fait pratiquement le tour du Gabon, tu es sur le terrain tous les jours, même pour t'avoir là à l'interview, c'était compliqué tellement tu es tout le temps sur le terrain. Tu vois et tu comprends ce dont les Gabonais ont besoin. Quels sont les axes à cibler aujourd'hui et comment les acteurs de la société civile pourraient amplifier leurs actions? Alors, pour avoir parcouru le Gabon encore cette année, et l'année dernière, pour peut-être la 11e fois, il faudrait que les autorités qui ont les moyens de lancer une dynamique fassent confiance aux personnes qui sont sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des fois, il y aura des déceptions, il y a des groupes qui ne sont pas organisés, ça va être trop pour eux. Mais des fois, il y a des actions qu'on n'a pas besoin de faire venir des experts de Libreville ou bien des experts internationaux. Il faudrait que les autorités locales décentralisent aussi les initiatives nationales. On veut lutter contre le chômage des jeunes. On voit avec l'association, en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes dans les différents quartiers, dans les différentes provinces, dans les différentes villes. Peut-être qu'ils ont des idées qui peuvent être testées, au moins être testées. Et peut-être qu'on peut trouver maintenant la pépite parmi ces idées-là. Pour ça, il faut que les associations aussi qui soient sur le terrain aillent vers les autorités. Moi, à chaque fois qu'on fait une initiative, j'écris des lettres à tous les ministères qui peuvent être intéressés. Même si depuis 2018, on écrit, on n'a jamais de réponse, on continue d'écrire parce qu'un jour, ça peut tomber sur les mains de quelqu'un qui va se dire, bon, on va essayer de regarder. Et ensuite, il faut que les organisations de la société civile ne fassent pas des programmes pour eux, mais pour le public qu'ils ciblent. Il y a des personnes qui ont des idées vraiment farfelues. Je veux aider les jeunes je prends l'exemple de Congo. Par exemple, peut-être, c'est à Congo, il y a les crevettes. C'est à Mayumba. À Mayumba. Bon, à Mayumba, par exemple, il y a les huîtres. Je veux aider les jeunes de Mayumba. Je veux qu'ils apprennent à... Je sais pas. Je veux qu'ils fassent je vais créer un programme où ils vont élever des cochons. En temps, il y a les huîtres, il y a du poisson disponible et partout. Vous les emmenez dans les... Donc, ils vont chercher des idées qui demandent beaucoup d'investissement. Il faut penser vraiment local. Vraiment local. Qu'est-ce que localement on peut faire pour résoudre ce problème? Ça, je pense que c'est quelque chose que les organisations de la société civile doivent faire. Et il faut aussi écouter les bénéficiaires. Nous, on fait beaucoup d'évaluations. On fait les évaluations avant de faire le programme. Dès que le programme commence, pour voir les attentes. Au milieu, pour voir si les attentes qui ont été identifiées sont répondues au milieu. Et à la fin, pour voir si on a vraiment essayé de... Et ça permet à chaque fois d'améliorer. Mais des fois, on fait des programmes localement qui n'intéressent même pas les bénéficiaires. Pas parce que ce n'est pas intéressant. C'est parce que des fois, ça ne répond pas à leurs besoins le plus pressants. Et comme on ne les écoute pas, on vient souvent faire des aides. Il y a des gens qui viennent, ils donnent les sacs de riz à des orphelinats. Des fois, les orphelinats n'ont pas besoin de sacs de riz. Des fois, il y a des orphelinats, ici à Libreville par exemple, qui reçoivent tellement de nourriture que les employés sont obligés de se partager. C'est une réalité. On ne le dit pas, mais ils sont obligés de se partager. C'est vrai, même à Noël, voilà. On donne les cadeaux aux mêmes orphelinats. Après, on se dit non, le personnel vole. Non, c'est juste qu'il y a trop. Il ne faut pas gaspiller. Ils sont obligés de se partager aussi. Parfois, il faut partir voir l'orphelinat. Est-ce que vous avez besoin d'un enseignant, par exemple, pour faire des cours de soutien aux enfants? Est-ce que vous avez besoin de, par exemple, voir un psychologue parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes? Donc, il faut essayer d'écouter un peu les personnes qu'on veut aider. Par exemple, un tour que j'avais fait dans un orphelinat à Kanda, ce dont les personnes avaient besoin dans l'orphelinat, c'était que des personnes qui voulaient aider viennent avec des coiffeuses et des coiffeurs. Tout simplement. Parce qu'on apportait à manger, des vêtements et tout. Et la dame disait, regardez-les. C'est-à-dire que j'ai une centaine de têtes à coiffer. J'ai pas de tondeuse, j'ai rien pour les petits garçons. C'est vraiment un casse-tête chinois. Et pour les petites filles, il n'y a qu'à voir à quoi elles ressemblent. Il n'y a pas de shampoing. C'est-à-dire la base, tu vois. Mais comme on ne va jamais leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, on emmène des choses que l'on pense qu'ils pourraient avoir besoin. Nous-mêmes, on les identifie. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé quand tu as dit que, en fait, les organisations de la société civile fonctionnent comme les entreprises. Parce qu'il faut... On répond à un besoin. On ne répond pas à une envie. Ce n'est pas notre envie qu'on essaie d'assouvir. C'est le besoin du client. Parce que finalement, celui qu'on aide, c'est notre client. C'est vraiment ça. Il faut qu'on voie ça comme un service qu'on rend. C'est vrai que le bénéficiaire ne paye pas. C'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Tout ce qu'on fait dans le milieu associatif, il y a quelqu'un qui paye. Le bénéficiaire peut ne pas payer, mais il y a quelqu'un qui paye au final.
S'il n'y a pas de sponsor, c'est nous-mêmes qui payons. Mais il y a quelqu'un qui doit payer la facture. C'est important que tu le dises. Tu as dit quelque chose de capital au début. Pascal, tu as dit à partir de ce 31, à partir de ce mois, les associations désormais seront aux impôts. Elles vont payer des taxes. Moi, j'aimerais, pour cette dernière question, Pascal, que l'on discute un peu de la responsabilité sociétale des entreprises. On a parlé de ce que tu souhaiterais que les autorités fassent, de ce que tu souhaiterais que les autres membres de la société civile fassent. Est-ce qu'on peut parler du rôle du secteur privé? Parce que tu sais que dans certains pays, le secteur privé joue un rôle capital. C'est-à-dire que donner de l'argent pour la société civile, c'est pas juste une envie. Parfois, on frise avec l'obligation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pays où tu as des villes comme Port-Gentil, d'où tu es originaire, qui parfois croupissent dans une précarité qui est absurde, tu vois, où tu as des villes comme Mwanda, où voilà, je ne vais pas décrire du tout, tu sais ce que je veux dire. Comment est-ce qu'on peut emmener les acteurs du secteur privé à s'engager un peu plus, et qu'est-ce qui, selon toi... Alors, la seule solution pour moi, c'est que l'État sanctionne. Ça veut dire que chaque année, les entreprises doivent donner leur plan au ministère qui est responsable de cela, et il y a des contrôleurs qui vérifient que ceux qu'ils ont mis dans le plan, ils appliquent. Parce qu'en réalité, ils n'appliquent pas. On préfère dépenser des millions pour organiser une Sainte-Barbe, pour l'exemple de Port-Gentil. Ah, il y a des Sainte-Barbe aussi à Mwanda. À Mwanda, voilà. On préfère dépenser des millions pour organiser un concert à Noël que de faire des actions qui permettent de autonomiser les populations locales, ou bien de subvenir à des besoins qu'ils ont la responsabilité d'assouvir parce que ils ont créé une situation, par exemple, concernant l'environnement. Et la seule solution pour moi, c'est que l'État, de la même manière que l'État commence à vouloir contrôler le côté social avec les salariés, où on doit maintenant avoir les conventions sociales mises à jour, etc. Il faudrait que les entreprises, chaque année, donnent un plan de l'année, et chaque trimestre, par exemple, il y a des contrôleurs qui viennent et qui donnent des sanctions, qui donnent des pénalités quand ils n'appliquent pas. Parce qu'à chaque fois que l'on va contacter, nous on est originaire de Port-Gentil, aucun de nos programmes n'a été subventionné par une entreprise à Port-Gentil. Ce qui est totalement absurde. Depuis 2018. Pourtant, ils ont des budgets. Et la seule entreprise qui nous a quand même sponsorisé une fois, c'était Comilog, qui est loin à Mwanda. Mais même là, les subventions se limitent souvent à l'aspect logistique. On va vous payer les billets pour aller faire une activité, on va vous loger. Mais en réalité... Ils vous donnent ça, c'est des échanges. Voilà, on va vous soutenir. Voilà, c'est pas un soutien. Et souvent, c'est la même manière que ce que l'on disait pour les associations civiles. Les entreprises pensent elles-mêmes aux besoins de la communauté. Elles ne consultent pas la communauté pour voir quel est votre besoin. Surtout quand ça concerne les jeunes. Il y en a qui vont devenir un exemple. On est à Tchibanga. Ils vont dire qu'aujourd'hui, on va créer un incubateur pour promouvoir l'entrepreneuriat numérique à Tchibanga. Ça ne répond à aucun besoin sur place. Mais on n'a même pas vérifié si on a la fibre. Juste parce que l'entreprise a trouvé ça joli, et ils imposent. Et si vous n'êtes pas dans ce carcan-là, vous n'avez rien. Il faut réellement que les entreprises, quand elles font leur plan RSE de l'année, puissent prendre en compte les besoins des communautés et consulter les communautés. De la même manière que, voilà, voici notre plan. On va prendre tous les jeunes de Kembo parce qu'on est basé à Kembo. Voilà le plan que nous on a pour l'année là. Vous êtes les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer quelque chose ou bien ça correspond à ce que vous avez besoin? Et nous on va te dire que nous on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, et puis on peut améliorer. Mais ça, il faut forcément qu'il y ait un contrôle derrière et une inspection. Mais s'il n'y en a pas, ça va toujours être joli. Les RSE du Gabon, c'est seulement pour les événements. Les événements sportifs ou culturels, c'est vraiment ça. Peut-être parce que c'est facile à mettre en place et puis l'argent va vite. Oui, certainement. Certainement. Et puis surtout, ça ne demande pas beaucoup de contrôle, voilà. C'est moins de casse-tête, ouais. Pascal. Pascal, merci. Merci infiniment pour cette discussion qui a été hautement instructive. J'espère que vous l'avez compris comme moi, que la société civile joue un grand rôle dans le développement d'un pays. Surtout un pays comme le nôtre où on est en train de parler du nouveau Gabon, où en réalité, on devrait donner à chaque
acteur, là je parle des organisations, pas des personnes physiques, à chaque acteur la possibilité de jouer son rôle. Parce que l'État a sa part de responsabilité, les entreprises, donc le privé, a sa part de responsabilité. Et de la même manière qu'on laisse à ces deux entités leur part de responsabilité, on devrait faire confiance à la société civile et on devrait donner à la société civile la possibilité, l'opportunité et les moyens de remplir aussi sa part de responsabilité. Parce qu'à la fin de la journée, on n'a pas arrêté de le répéter, les personnes qui sont sur le terrain, ce sont les membres de la société civile. Là, on ne parle plus de la société civile, des amis de X, machin, truc, non. Là, on parle de la société civile active qui a de véritables plans d'action, qui a de véritables initiatives qui servent définitivement le développement du pays. Pascal, on te souhaite bon vent avec Gab Trotter. Toutes les fois où tu auras besoin de notre soutien, les portes d'Urban FM et du podcast te sont ouvertes. Viens profiter de tout ce que nous avons comme service à outrance. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois du plus profond de mon cœur Ivanov qui m'accompagne depuis la saison 1 de ce podcast et qui fait un travail titanesque. Merci beaucoup Ivanov. Merci à tous les auditeurs. On reçoit tous vos messages et tout votre amour et on est très 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 content et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Bye bye.